Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le développement pour tous, la sécurité et la stabilité des lignes rouges à ne pas franchir, déclare le ministre de l'Intérieur depuis Tamanrasset. Tamanrasset où a été inaugurée aujourd'hui une station d'énergie solaire, un gazoduc et une station de transfert de gaz naturel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met en avant le haut niveau atteint par les fabrications militaires de l'ANP. La feuille de route du projet de la mise en place d'une stratégie nationale d'exportation devrait être finalisée en juin prochain et soumise au gouvernement, annonce le ministre du Commerce. La conserverie d'Urgen entame la production du triple concentré de tomates. La capacité de transformation de cette unité passe de 250 à 1500 tonnes de tomates industrielles fraîches par jour. Le ministre de l'Intérieur chargé par le président de la République a inauguré aujourd'hui une centrale solaire de 13 mégawatts à Tamanrasset, Nordine Bedoui, qui était accompagné notamment par le ministre de l'Énergie, a souligné l'impact de cette installation énergétique qui entre dans le cadre des grands investissements consentis par l'État pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Abdelhalim Yaïch. Compte tenu des nombreux projets relatifs aux énergies renouvelables et des importantes potentialités énergétiques de la région, les projets visant une production électrique de 22 000 MW à l'horizon 2030 se concrétisent, notamment avec cette nouvelle station située au niveau de la route de l'aéroport de Tamanrasset. Inaugurée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, la station est un modèle de réussite pour une alternative énergétique. La délégation ministérielle a pris connaissance des spécificités techniques de la station, notamment sur la production, l'exploitation et le coût du kilowattheure. J'aimerais que le citoyen de la région de Tamanrasset et de toutes les régions du Sud connaissent les retombées sociales positives de ce projet, notamment qu'ils sachent ce que nous allons gagner au niveau financier dans l'utilisation de ces énergies renouvelables. Avec 400 MW dans le programme de 22 000 MW tracé par le président de la République, les acquis que nous avons avec l'énergie solaire nous permettent de ne plus utiliser le gaz comme dans les centrales classiques. Et cette fois, nous allons l'exporter. Plus il y aura de stations de ce type, plus le coût de l'énergie électrique va baisser. Plus l'effet de taille coule, plus cette centrale, qui a nécessité un investissement public de 2,6 milliards de dinars, aura un impact environnemental certain, puisqu'elle permet, outre la production d'électricité, de réduire les émanations de CO2 de quelques 15 000 tonnes par an. Elle dispose de 4 092 panneaux photovoltaïques, couvre une superficie extensible de 26 hectares et devrait avoir des retombées socio-économiques positives sur toute la région. Le réseau public de distribution du gaz naturel à Tamanrasset a été mis en service aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, en présence aussi du ministre de l'Énergie. Le nouveau projet d'approvisionnement de Tamanrasset s'appuie sur un réseau de transport de 539 km depuis la région d'Insalah. Retenu dans le cadre du Fonds du développement des régions du Sud, il est attendu du projet des retombées importantes sur le développement de la wilaya, des retombées au plan socio-économique et environnemental notamment. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a rencontré au terme de cette visite les cadres, les élus et les représentants de la société civile de Tamanrasset. Je vous invite à écouter un extrait de son allocution. تأتي هذه الزيارة بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية
Cette visite intervient suite aux instructions du président de la République Abdelaziz Bouteflika et qui intervient également après celle effectuée dans la wilaya d'Adrar fin du mois dernier. Je suis fier d'inaugurer l'un des projets les plus importants du siècle, celui d'un gazoduc s'étendant sur une distance de 530 km à partir de Tidikelt jusqu'à Tamanrasset d'une capacité de 700 millions mètres cubes annuels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement dans la région. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en visite d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a notamment mis en avant le haut niveau atteint par les fabrications militaires de l'ANP. Selm Kasser. Le général de corps d'armée, lors d'une réunion d'orientation qu'il a tenue, a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis en exergue les grands axes de la feuille de route tracée par l'armée nationale populaire afin d'optimiser ses capacités tout en s'appuyant sur le contenu de l'approche globale élaborée par son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La feuille de route que nous avons tracée afin d'élever les capacités de l'armée nationale populaire s'appuie fondamentalement sur le contenu de l'approche globale et perspicace qu'a élaboré son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et en vertu de laquelle se sont définis les axes principaux que nous avons estimés qu'ils devront être suivis et focalisés. Commençant par la prise en charge maximale de l'aspect de formation, de la base au sommet, de la pyramide de l'appareil de formation. Cette attention imprégnée par l'initiative de son Excellence, le président de la République, de relancer les écoles des cadets de la nation avec leurs dimensions historiques et futures. Et en adaptation avec cette clairvoyance, notre armée mobilise l'ensemble de ses ressources. Ceci, outre la nécessité, voire l'impératif, de l'adapter avec les évolutions survenant dans le monde d'aujourd'hui. Le général de corps d'armée a mis en valeur le haut niveau atteint par nos fabrications militaires et ce, malgré leur fraîcheur, à travers lesquelles l'armée nationale populaire aspire à atteindre l'autosuffisance dans une première étape en matière des secteurs de l'industrie militaire. Il a également souligné que les efforts consentis et les résultats réalisés ont été accompagnés d'un système de communication efficace et hautement fiable et crédible et qui vise toujours à raffermir le lien solide entre le peuple algérien et son armée. À l'issue, le général de corps d'armée a visité l'école des cadets de la nation à Oran, où il a suivi à l'entame un exposé présenté par le commandant de l'école pour parcourir ensuite les différentes annexes et infrastructures administratives et pédagogiques, ainsi que les divers laboratoires et se réunir longuement avec les cadets. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a rappelé l'importance majeure et l'intérêt particulier que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire pour garantir des chances égales au profit des enfants du peuple algérien et pour renforcer le système de formation au sein de l'armée nationale populaire avec ce nouvel édifice qui dotera nos forces armées par une génération d'élites imprégnée des valeurs nationales et fière des hauts faits et des gloires de ses vaillants aïeux. Nous évoquons le manifeste du 1er novembre qui recèle tous les enseignements et les leçons incarnant les valeurs auxquelles nous nous attachons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, tout en persistant à dire que nous œuvrons toujours avec l'aide d'Allah selon les directives de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à ce que les valeurs de novembre puissent régner et éclairer nos actions et la démarche de nos efforts professionnels et de développement de nos forces armées. Lors de sa visite à la base navale principale de Mers el-Kébir et à l'issue de l'inspection des différents projets de développement et de modernisation de cette base navale stratégique, le général de corps d'armée s'est enquis des préparatifs effectués par des unités combinées terrestres et navales, y compris les unités de plongeurs qui exécuteront prochainement un exercice de débarquement naval et ce, conformément à la directive de préparation des forces pour l'année 2017-2018. À la base aérienne de Bosphore, le général de corps d'armée a inauguré quelques infrastructures administratives et pédagogiques qui viennent renforcer cette base.
L'opération de retrait des convocations pour les candidats aux épreuves de fin du cycle primaire pour l'année 2017-2018 débutera demain et se poursuivra jusqu'au mercredi 23 mai 2018. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale. Le retrait de ce document se fait via le site électronique de l'ONEC, l'Office national des examens et concours, qui s'affiche sur votre petit écran 5.onec.dz. Une convention de coopération et de partenariat entre le ministère de l'Industrie et des Mines et l'association Injaz El Jazair. Cet accord a pour objectif d'assurer une formation, un appui et un accompagnement aux étudiants universitaires porteurs de projets dans la création de la petite et moyenne entreprise. Stratégie nationale d'exportation, présentation de la feuille de route au gouvernement après sa finalisation en juin prochain. L'annonce faite ce mardi par le ministre du Commerce, Saïd Djelleb, s'exprimait lors du 3e atelier de consultation des acteurs de la SNE. Amel et Seridir. Développer les exportations hors hydrocarbures en diversifiant les secteurs d'activité et promouvoir l'investissement économique national et étranger, ce sont là les principaux points auxquels s'attache la stratégie nationale d'exportation. Donc il y a un travail énorme qui doit être fait dans la 3e consultation surtout, parce que la 4e consultation, ça sera la feuille de route. Donc si on sort aujourd'hui, on réussit la 3e consultation, la 4e, ce sera l'élaboration de la feuille de route de la stratégie nationale des exportations. Et ça serait donc pour la première fois que notre pays se dote d'une stratégie de diversification des exportations. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, Inch'Allah, à partir, donc, une fois le mois de juin ou juillet, on adopte par le gouvernement cette stratégie, il y aura donc la mise en œuvre. Donc il y aura tout un package d'installation des instances. Et des instances, bien sûr, moi je dirais toujours que c'était un principe que j'ai annoncé dès le début. Nous travaillons en partenariat, en concertation avec les opérateurs économiques. Un plan d'action sera adopté pour l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité des entreprises. Certainement, il y a toute une panoplie de choses ou de mesures à prendre en termes d'amélioration du climat des affaires. Des réglementations sur les investissements algériens à l'étranger, sur la capacité des entreprises à innover, avoir des financements pour l'innovation, mais également la capacité de créer des partenariats avec des entreprises étrangères pour développer des activités de recherche et de développement, développer de nouveaux produits, non seulement pour le marché algérien, qui est un marché très important pour les entreprises étrangères, mais également comme plateforme pour exporter non seulement en Afrique, mais également dans les marchés importants comme l'Union européenne ou tous les marchés du pourtour méditerranéen et donc des marchés qui font partie également des accords de libre-échange que l'Algérie a signés avec ses partenaires. C'est donc une stratégie qui sert à identifier les opportunités d'amélioration de l'activité économique en Algérie et par là même réduire la dépendance aux hydrocarbures. L'usine de transformation de tomates d'Urgen entre dans la phase de mise en boîte du triple concentré de tomates à base de tomates fraîches cultivées localement. Il s'agit en fait de la relance de l'ancienne unité Fogara à l'arrêt depuis une vingtaine d'années. La capacité de transformation de cette unité passe ainsi de 250 à 1500 tonnes de tomates industrielles fraîches par jour. Walid Zarrouk, Menel Boutwaba. L'usine de transformation de tomates de Urgen a entamé en début de semaine la phase de mise en boîte du triple concentré à base de tomates industrielles fraîches issues de la récolte locale. Sa capacité de production est passée de 250 à 1500 tonnes par jour. La matière première est assurée actuellement par 75 agriculteurs de la région pour une surface qui passera prochainement de 1170 hectares à 5000 hectares dédiés à ce fruit. C'est destiné à la consommation locale et distribué également au niveau national, car les conserves Fogara qui sont produites localement à 100% avec les tomates d'Adrar sont consommées à travers tout le pays. C'est un grand
grand projet qui permet de transformer les tomates au lieu de les laisser pourrir. La tomate est cultivée et mise en boîte ici, dans la wilaya d'Adrar. Fruit d'un investissement privé dans le cadre de l'encouragement de l'activité agricole en région saharienne, l'unité a bénéficié du soutien de l'État pour la rénovation et la modernisation de ses équipements. Ses responsables voient aujourd'hui les choses en grand et pensent à l'exportation vers l'Afrique. Avant, on importait les types concentrés de l'étranger. Aujourd'hui, nous les produisons ici dans notre pays et qui plus est dans le sud algérien, sur une période qui s'étale du mois de janvier au mois de juin. Aucun pays au monde ne transforme des tomates fraîches sur une période de 5 mois. Ce projet va avant tout permettre d'accroître les recettes en devises de l'État, en plus des opportunités d'emploi qu'il offre dans cette région. Et le plus important est qu'il permettra d'accompagner les agriculteurs et de les encourager à augmenter les superficies consacrées à la culture de la tomate. Ce projet a redonné espoir aux cultivateurs de la région de revivre la belle époque du boom de la production de la tomate qu'Adrar a connue autrefois. L'agriculture à Biskra à présent, en plus de la phéniciculture, la région s'est aussi orientée vers la production maraîchère, comme nous allons le voir avec Yasmine Chouir. Une production agricole abondante et de qualité a fait de la commune de Ain Naqa dans la ville de Biskra un modèle de réussite dans le domaine de l'agriculture. On peut considérer Ain Naqa comme la meilleure région de la wilaya de Biskra en ce qui concerne l'agriculture. Elle compte une superficie de près de 2500 hectares, ce qui représente 18% de la superficie agricole de la wilaya. La production de légumes sous serre fait partie des nouvelles méthodes pensées par la wilaya afin d'économiser l'arrosage et augmenter la production. Concernant la superficie occupée par les serres en plastique, Ain Naqa tient aussi la première place dans la wilaya de Biskra et qui s'étale sur 1040 hectares. Tout cela annonce une belle récolte. Ma ferme produit de la tomate, du poivron, des aubergines, de la carotte, de la salade. En ce qui concerne la production de la tomate, on répond aux normes internationales. La viabilisation des routes agricoles et le raccordement électrique sont autant de bénédictions. La commune a désenclavé plusieurs régions, notamment celle-ci, la Naqba, Zmoura, Houraya ou la région de Naïsaf. Mais nous avons encore un déficit concernant les routes agricoles. Pour ce qui est de l'électricité, la région a atteint une couverture appréciable dépassant les 60%. Nous avons de grandes perspectives. Il y a des projets agroalimentaires et de nouvelles unités qui se chargeront de distribuer la récolte. Des stratégies agricoles novatrices et des projets prometteurs, deux choses visant à faire du secteur agricole un moteur dynamique dans le développement économique et social de la région. On reste au sud, nous sommes en pleine période de pollinisation des palmiers dattiers. Tout se fait encore manuellement, une opération difficile mais indispensable pour espérer une bonne récolte. Illustration à El Oued avec Karim Haïfa. Nettoyer soigneusement les abords des palmiers avant de les grimper pieds nus, un rituel immuable que cet agriculteur ne raterait pour rien au monde. Dans cette oasis à quelques encablures de Mreyr, tous les agriculteurs se pressent pour polliniser leurs palmiers dattiers et ils ont du pain sur la planche puisqu'ils doivent polliniser plusieurs centaines de milliers de palmiers avant la fin du mois en cours. Nous sommes en pleine saison de pollinisation. Actuellement, 2 ouvriers agricoles sont là pour m'aider dans cette tâche depuis le 12 mars dernier, dans une surface où j'ai planté 1500 palmiers dattiers. Si certains produisent beaucoup de dattes, d'autres ne donnent pas vraiment de fruits par manque de main-d'œuvre pour les polliniser. Un défaut de main-d'œuvre qui cause chaque année la perte de plusieurs centaines de palmiers dattiers dans cette oasis autrefois fleuron de la phéniciculture dans tout le sud-est du pays. Des pertes qu'on attribue également à un parasite, véritable fléau qui a déjà décimé plusieurs millions de palmiers dattiers.
Il y a eu un effort particulier de la part des services de l'État dans la lutte contre le parasite qu'on appelle ici Boufaroua, qui a détruit plusieurs milliers de palmiers dattiers dans le passé. C'est pour cette raison qu'on a pensé à reconstituer ce patrimoine en augmentant les surfaces dédiées aux palmiers dattiers. Des efforts de l'État qui ont porté leurs fruits, notamment dans la transformation des dattes, avec la création de plusieurs unités disséminées dans toute la région pour transformer et commercialiser les dattes et leurs dérivés en Algérie et à l'étranger. Phénomène migratoire et réseau criminel organisé, objet d'une rencontre aujourd'hui à Alger organisée par le commandement de la gendarmerie nationale. Ce séminaire réunira 2 jours durant les partenaires de l'Algérie dans la prévention et la lutte contre les réseaux criminels organisés issus de l'immigration clandestine. Chercheurs, sociologues et hauts responsables de la sécurité débattent de cette question, partant du fait qu'après avoir été un pays de transit, l'Algérie est littéralement devenu un pays d'accueil avec tout ce que cela englobe comme conséquences économiques, sociales et sécuritaires. Pour rappel, la prise en charge humanitaire des migrants à l'aune de la politique humanitaire mise en place par le président de la République ont valu à l'Algérie d'être désignée par la communauté internationale en 2016 capitale humanitaire. Je vous invite à écouter ces déclarations recueillies par Nakhla Al-Arbi. Le séminaire d'aujourd'hui sur le phénomène du flux migratoire, on va aborder le phénomène du point de vue criminologique et du point de vue de son impact sur la sécurité publique. L'objectif, c'est de voir le phénomène sur le plan national, voir les expériences des pays qu'on a invités. Il y a plusieurs pays qui ont plusieurs expériences. Ces expériences vont nous permettre de faire un rapprochement, d'étudier leur expérience, de voir notre expérience pour améliorer et pour, dans le cadre de la coopération, pour lutter efficacement contre les phénomènes criminels engendrés par la migration clandestine. C'est une opportunité aujourd'hui de discuter avec les différents partenaires de l'Algérie, de faire cette dissociation, parce qu'on a toujours tendance à parler de migrants en situation irrégulière, mais on oublie souvent qu'il y a des réseaux criminels organisés qui activent, et ce sont ces réseaux qui, à mon sens, doivent mériter une analyse approfondie pour leur démantèlement. Et là, c'est le rôle des services de sécurité algériens et même des pays riverains de briser tous ces réseaux qui sont sur place, parce que ce sont ces réseaux qui font des bénéfices sur le dos de ces migrants qui cherchent à tout prix à partir. La migration régulière doit être organisée, et ça ne peut être organisé si on brise tous ces réseaux criminels. Moi, je voudrais insister sur un point très important. C'est la réussite de la politique du président de la République et sa vision pour aborder ce phénomène, qui a réussi à mobiliser tous les acteurs de la société, y compris les services de sécurité qui est à leur tête, l'armée nationale populaire, qui a réussi à concilier entre son rôle sécuritaire avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur et son engagement humanitaire avec toute abnégation. Là, c'est très important et on le voit sur le terrain. À l'extrême sud, les hôpitaux, l'encadrement sur le plan médical. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier, lors d'une patrouille de recherche dans la localité de Bir Koules à Ouargla, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions 430 balles au total et une lunette de tir pour le lance-roquettes RPG 7. 2 semaines après le tragique accident de l'avion militaire à Boufarik, les cérémonies des enterrements des Chouhada se poursuivent au fur et à mesure des identifications. Cérémonie particulièrement émouvante aujourd'hui à Blida, où la dépouille du commandant de bord de l'avion militaire qui s'est écrasé, Doussen Smaïl, a été inhumée en présence d'une foule nombreuse. L'enterrement a été marqué par la présence des autorités militaires et civiles venues lui rendre un dernier hommage. Présence aussi du ministre de la Communication, Jamel Kawen.
Un hommage appuyé a été rendu au shahid et tout le monde avait salué son comportement exemplaire. Cérémonie aussi d'enterrement dans la douleur et dans la dignité à Souq Ahras où les shahids As'ad Boumaraf et Skandar Bellima ont été enterrés en présence d'une foule nombreuse et des autorités civiles et militaires. Cérémonie d'enterrement aussi à Tbessa du shahid Ahmed Aymen, l'un des 257 victimes du tragique accident de l'avion militaire près de Boufarik. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.ntv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.